Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il y en a qui rentrent, il y en a d'autres qui partent. 24 millions de Français participent cette année à ce mouvement saisonnier. C'est la loi et le rythme logique des vacances auquel chacun d'entre vous aspire. Beaucoup de soleil en Toscane ce matin encore pour les entretiens politiques importants du président de la République, M. Pompidou, avec les dirigeants italiens, M. Leone et Andreotti en particulier, le sommet européen, la construction européenne, la monnaie, la télévision en couleur. Jean Lanzy sur place. Est-ce que Jean Lanzy m'entend? Et normalement, il devrait rendre compte des entretiens qui ont eu lieu ce matin. Villa Torreggiani, eh bien, les entretiens sont maintenant terminés et c'est l'heure du déjeuner qui se déroule dans la Villa Marlia, à 10 km d'ici. C'est la résidence du président Pompidou. Le départ à 15h heure italienne, c'est-à-dire 14h heure française, en direction de Paris, toujours en Mystère 20. Entretien terminé, ils se sont déroulés, comme le souligne ce matin toute la presse italienne, dans ce même climat d'amitié et de compréhension qui était celui d'hier, car M. Pompidou a rencontré d'abord le matin le président de la République, Giovanni Leone, et puis l'après-midi, M. Giulio Andreotti, président du Conseil. Nous allons alors revoir de quelle façon M. Andreotti est arrivé ce matin en compagnie du président Pompidou. L'accueil par le chef du protocole, c'est devenu traditionnel. L'entrée à l'intérieur de la villa, M. Andreotti est à la gauche du président Pompidou. Et puis, sous l'œil d'un buste de Cicéron, un bref instant de photographie, avant de passer aux entretiens, privés bien sûr, et qui ont duré 1h30. Après ça, une déclaration du président de la République que nous allons vous transmettre. Voilà, bien, je ne crois pas que nous ayons l'intention, ni le président Andreotti, ni moi-même, de commenter ces entretiens, et nos porte-paroles le feront tout à l'heure, mais je tiens personnellement à remercier le gouvernement italien, le président de la République et le président du Conseil, ainsi que le ministre Medici, de l'accueil extraordinairement sympathique et fastueux qui nous a été réservé. Ces entretiens ont pu ainsi se dérouler dans une ambiance doublement agréable, agréable par le cadre et par l'atmosphère, et agréable aussi par la sympathie et, je dirais, la compréhension qui s'est manifestée entre nous sur la plupart des sujets. Certes, la politique italienne, c'est la politique de l'Italie, la politique de la France, c'est la politique française, mais il n'en est pas moins vrai que nous avons trop d'intérêts communs et trop d'objectifs communs pour que ces entretiens n'aient pas permis, sur bien des points, un rapprochement constructif, fructueux. C'est pourquoi je m'en félicite particulièrement. Eh bien, ces quelques détails, les porte-paroles italiens et français viennent de nous les donner. Je vais essayer de les résumer pour vous. D'abord, bien sûr, l'Europe et le thème central des entretiens, les progrès de la construction européenne. Le sommet, ce sommet qui devrait se tenir au mois d'octobre à Paris entre les chefs d'État et de gouvernement des 10. Des deux côtés, Italie et France, on souhaite que soient remplies les conditions permettant la réunion à la date et au lieu prévu. C'est-à-dire qu'on fait preuve d'un optimisme prudent. Il reste des conditions, ces conditions d'efficacité, d'utilité de la réunion, qui ont été déjà précisées par le président Pompidou. Mais en fait, on sait bien que Rome, comme Bonn d'ailleurs, tient beaucoup à la réunion de ce sommet. Et je crois que l'on peut dire qu'il serait étonnant maintenant que la réunion soit reportée et qu'elle ne se tienne pas à l'automne à Paris. Deuxième point, qui est d'ailleurs lié au précédent, les problèmes monétaires. Identité de vue quant aux objectifs finaux, c'est-à-dire la réforme du système monétaire international tel qu'il est actuellement. Cette réforme est d'ailleurs à l'étude. Le Fonds monétaire international doit établir un plan de réforme qui sera connu cet automne. On souligne l'importance, en tous les cas, du contact entre les deux pays, entre l'Italie et la France, l'importance de la concertation. Bien sûr, on a parlé de la livre, on a parlé du prix de l'or. Le gouverneur de la Banque d'Italie, M. Carli, qui a joué un rôle très important lors des difficultés récentes de la livre sterling et de sa propre monnaie, était présent encore ce matin ici, à la Villa Torreggiani, mais on ne sait pas ce que l'on a dit vraiment et quelle sera la ligne politique adoptée en ce qui concerne la lire ces prochaines semaines. À plus long terme, en tous les cas, on va s'efforcer de niveler les différences économiques et sociales qui existent entre pays de la communauté et même entre régions de ces différents pays.
l'aboutissement final, quand toutes ces différences économiques et sociales, quand ces différences de vie seront résolues, si elles le sont un jour, l'aboutissement final, ce sera le système communautaire sur le plan de la monnaie et peut-être la monnaie européenne, on peut l'espérer. Les institutions, cette fameuse question du secrétariat politique, eh bien on souhaite un meilleur contrôle des institutions communautaires actuelles par l'Assemblée parlementaire actuelle, d'une part, et puis on considère que l'évolution de la phase de coopération politique qui est en cours pourrait être consolidée par la création d'organes permanents appropriés, c'est-à-dire par ce secrétariat politique. On sait bien que la France voudrait que ce secrétariat soit l'aboutissement de cette évolution et qu'il ait pour siège Paris, alors que d'autres voudraient le voir s'établir à Bruxelles, mais c'est tout ce que l'on peut préciser pour l'instant. Sans doute la diplomatie veut-elle encore conserver quelques secrets. On a aussi parlé du SECAM et d'échanges de gaz naturel aboutissant en France et en Italie. Sur ce deuxième point, des conversations qui vont s'amorcer s'annoncent favorables. Sur le premier point, c'est-à-dire la télévision couleur, quel procédé adoptera l'Italie? Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de décision qui est prise par Rome, mais que les Italiens vont s'efforcer d'essayer les deux systèmes, c'est-à-dire le SECAM français et le PAL allemand, et cela sans doute avec l'esprit de compréhension le plus large possible. En conclusion, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu une approche très franche des problèmes, une meilleure compréhension, qui annonce sans doute des contacts plus fréquents entre gouvernants de Paris et de Rome, mais on peut dire aussi que beaucoup des dossiers qui ont été étudiés ne concernent pas que Rome et que Paris. Ainsi, pour le sommet, vous le savez bien, c'est le 11 septembre que les ministres des Affaires étrangères des 10 se réuniront à Rome précisément pour savoir s'ils confirment bien cette date. Ce n'est là qu'un exemple, bien sûr, mais sur ce plan, je vous le dis, optimisme prudent, et ce sera peut-être le résultat le plus tangible, dans l'immédiat tout au moins, de cette prise de contact entre Paris et Rome. Villa Torreggiani, Télémidi. Merci Jean Lanzy, nous vous retrouverons ce soir. Après l'Europe, les problèmes de l'Asie, Mao Tse-tung a révélé lui-même que le maréchal Lin Piao est mort en essayant de s'enfuir avec ses partisans vers l'Union soviétique à bord d'un avion volé après avoir cherché à le tuer et à prendre le pouvoir à Pékin. C'est une révélation de taille, comme vous vous en doutez, sur des événements jusqu'ici secrets qui se sont déroulés en Chine en septembre 1971. Lin Piao, chef de l'armée, appelé à intervenir pendant la révolution culturelle, avait pris une place trop importante dans la société et surtout la hiérarchie chinoise. Lin Piao, qui dirigeait l'armée, était devenu le plus proche compagnon d'armes de Mao Tse-tung. Il avait fini par lorgner son fauteuil et son autorité. Mao Tse-tung a dénoncé les hypocrites et les ambitieux qui faisaient grandir son nombre pour mieux s'y abriter, pour mieux grandir d'eux-mêmes. Cette révélation, Mao Tse-tung l'aurait faite à deux hommes politiques étrangers, à M. Maurice Schumann, dit-on, le ministre français des Affaires étrangères, qui était, vous vous en souvenez, récemment à Pékin et qui rencontrait au début du mois de juillet le président Mao Tse-tung à Pékin. Vietnam, à présent, des avions américains ont bien détruit des digues au nord du Vietnam. C'est une erreur de cible. Nous ne l'avons pas faite exprès, dit le président Nixon. Nous ferons notre possible pour ne pas recommencer. Hanoï mise en tout cas sur le candidat démocrate américain aux élections présidentielles, le sénateur McGovern, qui est en ce moment, à vrai dire, bien embarrassé. La presse s'en prend en effet à l'homme qu'il a choisi pour la vice-présidence, Thomas Eagleton, qui serait, paraît-il, un habitué des dépressions nerveuses. M. Eagleton serait fait soigner 3 fois, je crois, entre 1960 et 1966. Certains journaux américains recommandent, par exemple, à M. Eagleton de se retirer pour que la campagne électorale américaine puisse avoir lieu sur les véritables problèmes de la société américaine et aussi de la société internationale. Proche-Orient, le président El-Sadat a dit non à Mme Golda Meir. Non, il n'est pas question de négocier directement avec Israël tant que les territoires occupés depuis 1967 ne nous sont pas restitués. Officiellement, les victimes des procès politiques qui se déroulent actuellement en Tchécoslovaquie ne sont pas attaquées pour leur participation au printemps de Prague de 1968. Mais pour leur opposition, mais plutôt pour leur opposition à la présence soviétique chez eux et aux excès de ce qu'on appelle là-bas la normalisation de la situation de Tchécoslovaquie. Dans l'Unité, l'hebdomadaire du Parti socialiste, M. François Mitterrand dénonce, je cite, les effets d'une répression qui a brisé à travers les hommes qui témoignaient pour elle l'espérance d'un beau printemps. M. Mitterrand refuse de rendre le Parti communiste français responsable des procès politiques en Tchécoslovaquie.
Le journal La Nation lui répond ce matin en le traitant de menteur et de Ponce Pilate. À Londres, M. Hiss n'en finit pas avec ses difficultés. Vous le savez, l'Irlande, la grève des dockers, cette fois contre les conséquences de la modernisation du travail dans les ports. Et cette situation n'est peut-être pas étrangère à la nouvelle hausse très forte du prix de l'or ce matin à la Bourse de Londres d'un coup, après 6 semaines de stabilité et de calme. Alors, Gérard Vidalanche, comment expliquez-vous ce nouveau record de l'or et cette fièvre autour de l'or? Eh bien, c'est un rebondissement de la crise sociale en Angleterre, puisque vous savez que les dockers sont en grève, tous les ports anglais sont paralysés, et même les journaux anglais ne paraîtront pas lundi. Certains journaux parlent d'insurrection sociale, c'est vous dire que vraiment cette crise a atteint une certaine acuité en Grande-Bretagne. Immédiatement, l'or a monté. À Londres, ce matin, on a inscrit un cours de 67,45 $, et je vous rappelle que le prix officiel est de 38 $. Tandis qu'à Paris, le lingot a bondi à 10 400. Hier, le lingot cotait 10 195. Depuis le début de l'année, le lingot est passé de 7 400 à 10 400, soit une hausse d'environ 40%, alors que le Napoléon a un petit peu moins progressé, mais c'est tout de même encore une hausse de l'or de 22%. 72,60 ce matin et 71,60 hier. Il faut dire aussi que l'émir de Koweït, maintenant, exige que les redevances pétrolières soient payées en or, ce qui est vraiment, alors là, est une surenchère, est une réclamation tout de même assez exorbitante. Ceci explique donc également un peu cette tension sur le marché de l'or. En ce qui concerne les valeurs françaises, eh bien, c'est encore la hausse. Il y a une sorte de reprise estivale à la Bourse de Paris. Et puis enfin, sur la rente Pinay qui est indexée sur l'or, c'est également un record. 186 francs 20 aujourd'hui contre 183 francs 60. Nous vous retrouverons tout à l'heure, Gérard Vidalanche, pour les cotations et les tendances que vous traitez quotidiennement. Les vacances, le flux les emporte, le reflux les rapporte. 10 millions de Français ont commencé à se livrer à un étonnant chassé-croisé qui va durer 5 jours. Partout, dans les gares, les aérogares, il fallait voir par exemple Orly et Le Bourget la nuit dernière et ce matin, et surtout sur les routes. Pour faire le point, j'appelle notre reporter Gérard Holz sur l'autoroute de l'Ouest. Eh bien, ici, l'autoroute de l'Ouest, où vous le voyez, la circulation est importante, mais tout se passe bien quand même. Tout de suite, si vous le voulez, le point sur la circulation sur l'ensemble de la France. La région parisienne d'abord, tout est calme au point de vue des départs et au point de vue des arrivées. Sur le reste, les régions de Bretagne, de Normandie, du Nord et de l'Est, rien à signaler non plus, on circule assez facilement. Par contre, c'est dans le sud et en particulier à la frontière espagnole qu'on signale des retours très importants, avec des ralentissements en particulier à Perpignan, à Sigean, à Sals, à Pézenas aussi, où depuis 11 heures d'ailleurs on a ouvert le délestage des Corbières. Il y a même des bouchons entre Béziers, Montpellier, également à Pont-Saint-Esprit. Un point à noter à propos de ces retours, c'est la première fois que l'on voit les vacanciers de juillet s'y prendre si tôt pour rentrer. On a même parlé d'étalement des retours, car tout a commencé en fait dès avant-hier soir. Côté sécurité, le plan Prime Vert est en place depuis 9 heures ce matin. 35 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Et puis une nouveauté aussi, 6 avions de la gendarmerie surveillent les grands axes. Pour ceux qui vont prendre la route, une petite explication. Si vous voyez des flèches vertes sur le bord de la route, c'est un itinéraire émeraude. Cela veut dire que vous irez un peu moins vite, mais vous serez beaucoup plus tranquille pour rouler. Par contre, si vous voyez des flèches jaunes, ce sont des délestages. Là, vous irez aussi vite que sur les grands axes, parce qu'on a choisi ces routes pour que la circulation soit plus fluide. Un mot sur le temps, il sera frais et nuageux, comme vous le savez, sur la partie nord. Dans le sud, le temps sera beau, ensoleillé. Donc, pas de problème de ce côté-là. Je vais vous rappeler des chiffres maintenant. L'année dernière, pour la même période, il y a eu 3395 accidents, qui ont fait 233 morts. 233 personnes qui ne sont jamais ni parties, ni rentrées de vacances. Alors, pensez à ces chiffres et soyez prudents. À vous, Jean-Pierre Elkabbach. Un maire a trouvé un moyen ingénieux de réparer les routes endommagées de sa commune. Il n'avait plus d'argent, ou beaucoup d'argent dans ses caisses. Il a pensé qu'il fallait faire jouer la solidarité. Tous ses administrés participent à la réparation des routes et parfois sans même sortir de leur voiture. Regardez. Les heures de travail du cantonnier grevant trop lourdement le budget des 270 habitants du village de Couture en Charente, les élus proposent à leurs administrés une solution économique et simple.
Avis. Pour maintenir la voirie en bon état, la Commission recommande aux usagers, dans la mesure du possible, de rouler près des accotements de façon à tasser les gravillons uniformément sur toute la largeur. Pour les chemins qui ne sont pas encore goudronnés, on pourrait prendre les mêmes précautions pour limiter la pousse de l'herbe au milieu de la chaussée. Monsieur le maire de Couture est modeste. Il suffisait, dit-il, d'y penser. Ce chemin a été goudronné il y a environ 14 mois. Alors vous voyez l'herbe qui a poussé dessus, parce que les cultivateurs sont passés toujours au même endroit, alors que s'ils avaient appuyé sur du côté accotement, ils auraient arrivé à passer la roue sur le milieu, à peu près sur le milieu. Que représentent les chemins communaux dans le budget? C'est la plus grosse dépense du budget. C'est la raison pour laquelle vous voulez les épargner? Eh bien évidemment. Puis les cultivateurs, ils roulent tous les jours dans ces chemins et ils ont aussi bien droit d'avoir des chemins en état comme les autres qui roulent sur les grandes routes, quoi. Reste à savoir précisément ce qu'en pensent les administrés qui sont en même temps les usagers. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'avis du maire concernant la circulation des chemins? Ben, je dis qu'il s'est bien débrouillé, puisqu'il a fait ranger tous les chemins, sans bien dire graver le budget de la commune. Évidemment, c'est bien, mais c'est pas facile. Bien entendu, cette solution est applicable partout. Vous qui êtes en vacances, songez-y d'ailleurs, vous avez toujours intérêt à tenir votre droite. Une fois sur les lieux qu'ils ont choisis pour se reposer, les Français en vacances rencontrent parfois des difficultés inattendues. Exemple, près d'Arcachon, un incendie. Pas très grave, mais les pompiers ont eu très peur à cause de la présence de nombreux touristes dans le coin. Hier, vers 15 h, se déclarait un incendie dans l'épinette de la commune de Gujan-Mestras, tout près d'Arcachon. Attisé par un vent régulier, le feu se propageait rapidement dans la forêt, particulièrement sèche depuis quelques jours. De très nombreuses casernes de pompiers de la région, qui arrivaient rapidement sur les lieux, devaient faire face à un foyer qui s'étendait sur un front de 800 mètres. À un certain moment, on craint le pire pour une ferme encerclée par les flammes, mais l'intervention de centres supplémentaires permettait, après 3 heures de lutte, de circonscrire le sinistre. 60 hectares de pins environ ont été détruits. Par mesure de sécurité, les soldats du camp de Souges ont assuré un piquet d'incendie pendant la nuit. Les sports, rapidement, les championnats du monde de cyclisme sur route. On attend toujours de savoir si l'état de santé de Cyril Guimard lui permettra d'y participer. La réponse ne devrait plus tarder. Du renfort, peut-être, pour l'équipe de France d'athlétisme. Philippe Meyer, qui détient, comme vous le savez peut-être, le record du 800 mètres, le record de France, en 1 minute 46 secondes et 6 dixièmes, a un sérieux adversaire, un concurrent, un certain Marcel Philippe, 21 ans, américain d'origine, que vous voyez sur cette photo de notre confrère L'Équipe, et qui est un des meilleurs coureurs américains sur 800 mètres. 1 minute 46, donc mieux que Philippe Meyer de 6 dixièmes de seconde. Marcel Philippe veut participer aux Jeux Olympiques de Munich avec le maillot tricolore, ce qui pose, comme vous en doutez, un certain nombre de problèmes pour les sélectionneurs français. Ce nouveau cas, Philippe, est pour eux un nouveau sujet de réflexion. Une expérience à présent intéressante en France, et plus précisément à Marseille, à partir d'octobre pour les prêtres. 1 000 francs par mois. Monseigneur Etchegaray, qui est archevêque de Marseille, a décidé de donner un salaire fixe pour éviter les différences de fortune entre les prêtres qui géreront eux-mêmes ce salaire unique, ce SMIC. Reportage Claude Carré. Ce sera en effet une sorte de SMIC. Les 500 prêtres du diocèse de Marseille recevront mensuellement un salaire fixe de 1 000 à 1 100 francs bruts. Leur salaire passera donc de 580 francs à 1 100 francs, mais ils devront subvenir à leurs besoins et payer le loyer, le gaz ou l'électricité de leur logement, qui était auparavant à la charge de la paroisse. Les offrandes et les dons des fidèles seront versés dans une caisse commune, qui répartira l'argent selon les besoins des prêtres, afin d'éviter les inégalités. J'ai voulu justement dissocier l'argent qui leur revient pour leurs dépenses personnelles de l'argent qu'ils utilisent pour les dépenses, disons, fonctionnelles, c'est-à-dire donc pour le ministère. Et là, nous sommes arrivés à ce que
les prêtres vont eux-mêmes gérer dans des petites unités qu'on appelle des organismes de rattachement. Ils géreront entre eux toutes les sommes que les fidèles leur donneront pour voir dans quelle mesure cette somme est uniquement affectée à des activités d'ordre spirituel. Et cette distinction entre ce qui est personnel et ce qui est fonctionnel me paraît capitale pour avoir un peu plus de clarté, j'allais dire de santé même dans la vie du diocèse. C'est une sorte de cogestion que vous instituez. Ben, oui, de socialisation même. Cogestion, le mot en tout cas ne me fait pas peur, en ce sens que je suppose que les prêtres, s'habituant de plus en plus à gérer ensemble un argent qui ne leur appartient pas, s'habitueront par le fait même davantage à travailler aussi ensemble pour l'annonce de l'Évangile. Qu'en pensent les prêtres du diocèse? À Saint-Julien, dans la banlieue nord de Marseille, la paroisse n'est pas riche et l'église ancienne est à restaurer. Je ne pense pas que pour la plupart des prêtres ça change grand-chose, parce qu'on avait à peu près ça d'ailleurs. Entre le fixe qu'on recevait de l'archevêché et ce qu'on avait en nature, disons, le loyer, les impôts, le chauffage, l'électricité, automatiquement c'est à peu près ce qu'on avait. Est-ce que le fait d'être payé au SMIC maintenant va changer vos rapports avec vos paroissiens? Ça fait plaisir aux gens, oui, sur le principe, oui, ils sont d'accord. Mais je ne pense pas que plus on veut prouver, et moins on prouve. Alors si vraiment on affichera, on étalera vraiment nos chiffres à nous, l'argent que nous recevons, ben les ouvriers, alors que nous serons, disons, officiellement au même niveau, ben les gens, je pense, la plupart les fera rire et on ne croira pas. Autre exemple, en plein centre de Marseille, dans un quartier commerçant et aisé, un prêtre de la paroisse du Sacré-Cœur. Ce qu'il faut considérer dans la nouvelle mesure, c'est surtout l'esprit dans lequel elle va être appliquée. Esprit de service, esprit de pauvreté, esprit de partage entre tous les membres du clergé. Pour montrer surtout qu'un prêtre, un curé, n'est pas nécessairement le propriétaire de sa paroisse, de sa fonction, mais qu'il est au service des autres. Esprit de partage, Monseigneur Etchegaray souhaite, dit-il, que dans une église sermentée pauvre, les prêtres soient témoins de cette pauvreté et qu'ils reçoivent le salaire d'un ouvrier honnête. L'expérience commencera à Marseille en octobre prochain. Elle pourrait être suivie dans d'autres diocèses. Aujourd'hui, vendredi, l'hebdo santé est consacré à une maladie en augmentation comme le diabète, le rhumatisme. 10% de Français le sont, rhumatisants, ou le seront. Pour eux, le soleil de l'été, sans être un remède miracle, ne peut apporter que des bienfaits. Une enquête de notre spécialiste, Rosie Morel. Les rhumatismes liés à la vieillesse sont les arthroses et, rentrant dans le cadre des rhumatismes, les grandes décalcifications. Ceci comporte donc deux groupes. Dans les arthroses de la vieillesse sont les arthroses des mains, du genou et de la hanche. À cet égard, pour les traiter, il importe de savoir prévenir l'usure trop rapide des articulations, soit par une étude des gestes qui fatiguent ces articulations et permettent que ces gestes soient plus faciles à exécuter durant toute la vie, soit d'étudier la statique des individus, ceci concerne particulièrement les genoux et les hanches, de manière à éviter qu'une mauvaise statique fatigue trop rapidement une articulation et aboutisse à une arthrose du genou ou à une arthrose de hanche. Je voudrais vous dire encore que un ennemi très important des arthroses des membres inférieurs est l'obésité. Nous ne savons pas encore ce que sont les rhumatismes inflammatoires. Il en existe cependant un groupe dans lequel nous avons des possibilités de traitement. C'est le rhumatisme articulaire aigu, dont la cause est le streptocoque. C'est une sensibilité au streptocoque qui donne cette maladie, et il faut, d'une manière systématique, traiter avec grande rigueur toutes les angines à streptocoque pour éviter l'apparition du rhumatisme articulaire aigu de l'enfant. Hormis ce groupe, les rhumatismes inflammatoires comportent de très nombreuses maladies, dont les plus connues et les plus fréquentes sont la polyarthrite rhumatoïde,
la spondylarthrite ankylosante, et aussi les maladies lupiques qui sont des formes particulières de polyarthrite rhumatoïde. Nous ne savons absolument pas ce que sont ces maladies. Ce sont les recherches immunologiques qui sont poursuivies dans tous les pays qui nous donneront, je le pense, dans les années à venir, si les sommes consacrées à la recherche dans ce domaine sont suffisamment importantes, car nous sommes souvent un parent pauvre de la recherche et c'est bien dommage. Et quand on aura trouvé la cause de ces maladies, on aura la solution. Est-ce que le traitement du rhumatisme a fait récemment des progrès? Nous avons les médicaments qui ont pour but de calmer les douleurs et de retarder l'inflammation et l'évolution de la maladie. On utilise les médicaments calmant les douleurs dans les arthroses, on utilise la faculté de retarder l'inflammation dans les rhumatismes inflammatoires. On accuse la sciatique d'être une maladie très fréquente, invalidante et de coûter très cher à la sécurité sociale. Qu'en est-il? Nous avons recherché ce que donnait la sciatique. 24,6% des malades hospitalisés dans des services de rhumatologie en France sont atteints de sciatique. Combien cela représente d'arrêt de travail? Des durées invraisemblables. Le minimum est de 3-4 mois, mais certains malades sont arrêtés 4-5 ans. Et non seulement les arrêts de travail, mais lorsque le travail est repris, l'impossibilité du reclassement. Car ce sont des maladies chez les travailleurs de force. La guérison médicale ou chirurgicale de la sciatique aboutit dans 33% des cas à l'impossibilité de refaire le métier antérieur. Et je ne vois pas ce qu'on peut faire d'un manœuvre quand il ne peut plus être manœuvre. C'est un des grands problèmes sociaux actuels. En dehors des gestes professionnels, je crois que les sports peuvent aussi donner des rhumatismes. Il faut faire du sport parce que c'est le meilleur moyen d'entretenir sa santé. Mais il est bien évident que le sport fait à outrance ou mal fait avec un mauvais geste déclenche des inflammations tendineuses responsables de phénomènes rhumatismaux. Quelle est la place des traitements physiques dans le rhumatisme? Elle est très importante, elle est capitale. Pratiquement un rhumatisant sur deux venant consulter dans un service a besoin d'une rééducation qui comporte deux ordres de phénomènes, soit rééduquer les muscles autour d'une articulation enflammée, de manière à lui permettre de mieux marcher, soit rééduquer des muscles insuffisants, favorisant une mauvaise utilisation articulaire. Il faut donc, d'une part, décontracter les muscles par le massage, d'autre part, rééduquer les groupes musculaires autour d'une articulation, utiliser la polythérapie, les rééduquer dans l'eau si c'est possible, car la rééducation dans l'eau diminue la résistance physique et favorise la rééducation. C'est un coût très cher pour la société, mais il n'y a pas d'autre moyen de rendre service aux grands rhumatisants. Il y a toujours des conseils pratiques à donner, Rosie. Par exemple, est-ce qu'il est recommandé de ne pas bouger quand on est atteint de rhumatisme? Oh, bien au contraire. Un médecin d'Aix-les-Bains où s'est tenu récemment le Congrès international du rhumatisme disait « Le grand ennemi du rhumatisant, c'est le fauteuil. Vous y êtes en mauvaise position, vos articulations souffrent. Il faut marcher chaque fois que c'est possible, bien sûr, ou rester étendu ou semi-étendu. Le divan est excellent pour les rhumatisants. » J'ai parlé tout à l'heure du diabète. Est-ce que le rhumatisme est comme le diabète, une maladie, un mal héréditaire? En partie. Il y a une tendance héréditaire au rhumatisme. Donc, il faut être particulièrement vigilant devant la moindre douleur, souffrance musculaire, articulaire et consulter très vite. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certaines professions qui prédisposent plus que d'autres au rhumatisme? On dit volontiers les sédentaires qui n'utilisent pas assez leurs articulations, ne font pas assez d'exercice. On rejoint donc la question du mouvement. On rejoint la question du mouvement, mais il y en a une autre catégorie, ce sont les travailleurs physiques, que ce soit à la terre ou en usine, qui ont des outillages mal adaptés et dont les articulations sont en fausse position. C'est très important d'étudier l'outillage. Merci Rosie pour ces conseils rapides, pratiques. À propos des rhumatismes, nous venons de voir votre enquête. Je vous remercie. À la semaine prochaine, sans doute pour une autre enquête. Nous allons passer rapidement à la Bourse de Paris où l'on commente déjà ce que l'on a appris des entretiens franco-italiens qui viennent de se terminer. Gérard Vidalange. Oui, c'est au sujet de la télévision en couleur et le procédé français SECAM. Il y a un gros enjeu, évidemment, c'est d'essayer de pénétrer le marché italien, alors que les Allemands ont essayé jusqu'à présent d'avancer leur pion et de proposer leur procédé PAL.
Or, jusqu'à présent, il faut dire que le procédé français a été adopté par 9 pays, 6 pays surtout des pays de l'Est, l'URSS, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, 3 pays africains, Tunisie, Liban, Égypte, et nous avons essuyé plutôt un échec en Europe, puisqu'il n'y a pas de pays européens qui ont adopté pour l'instant le procédé SECAM. Nous avons des pourparlers avec l'Italie, avec l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, l'Algérie, mais les pourparlers n'ont pas encore abouti. Quoi qu'il en soit, pour les grands constructeurs, c'est un enjeu considérable, puisqu'on pense que la télévision couleur et les procédés français devraient stimuler l'industrie française. Actuellement, d'ailleurs, sur le marché intérieur, il y a un certain retard. Nous allons produire en 72 420 000 postes couleurs, alors qu'en Allemagne, on atteint déjà le chiffre d'1 million, ainsi qu'en Angleterre. Les valeurs françaises sont en hausse aujourd'hui avec des gains tout à fait appréciables. Les grandes valeurs chimiques mènent le train et il y a également un réveil des valeurs métallurgiques dans la perspective d'une hausse du prix de l'acier. Vous voyez qu'ici la Banque de l'Indochine est à 320 contre 315, Bull emboîte le pas, et la CGE, au contraire, qui avait progressé jusqu'à présent, est plutôt stable. Michelin donc au-dessus de 1500 et surtout la Thomson 165 qui est le deuxième grand constructeur de récepteurs de télévision après le groupe Philips. Rhône-Poulenc 184 et Péchinet Eugène Kuhlmann, PUC, gagne 1 franc aujourd'hui. Vous voyez qu'on cote tout de même assez lentement, ce qui montre que tout de même il y a des transactions et surtout des achats de l'étranger, des achats anglais. Les Anglais préférant en quelque sorte renoncer à leur placement anglais et se porter sur les valeurs françaises qui bénéficient certainement sur le plan de la situation économique d'une situation privilégiée en Europe actuellement. L'union de crédit pour le bâtiment, la grande vedette, eh bien, continue encore. Je pense qu'on va frôler peut-être le cours de 1000 francs, 965 aujourd'hui. La compagnie bancaire est plus calme, tandis que L'Oréal, 2272, est à un cours tout de même relativement élevé. Valeurs étrangères, baisse des américaines, les allemandes qui avaient baissé hier eh bien, remontent aujourd'hui, il y a toujours un peu un mouvement de va-et-vient. Sur l'or, donc, c'était le cours record de 10 400 francs pour le lingot. La rente Pinet, qui valait hier 183 francs 60, eh bien, vous allez voir apparaître le cours exact ce matin, 186,60, encore en léger progrès sur le premier cours que je vous avais indiqué de 186,30. À vous, donc, Cognac-Gey. Merci Gérard Vidalanche. Aujourd'hui, Saint Samson, évêque de Dole, en Ille-et-Vilaine, dans les années 500, fondateur de la ville, a aussi évangélisé la côte normande. Avant de vous quitter, le dernier résultat du grand face-à-face des génies aux échecs. Fischer, Mark, gagne avec 2 points d'avance pour le moment. La diva américaine, l'extraordinaire Fischer, a laissé KO le soviétique Spassky de plus en plus angoissé. L'agent Stas elle-même attaque le soviétique Spassky. Il joue trop, paraît-il, sur les nerfs, et les soviétiques qui suivent cette rencontre n'aiment pas ça. Bon après-midi, à soir.